Allez, on va pouvoir commencer tranquillement et puis je continuerai d'admettre les personnes peut-être qui vont arriver là dans les quelques minutes qui suivent. Bienvenue à toutes et à tous. Donc, on va aujourd'hui vous présenter, vous faire cette présentation à deux voix avec Maïté Ro de la Ligue de l'enseignement et puis qui va vous expliquer l'organisation de la formation en année 2. Et puis pour ma part, dans un premier temps, je vais vous faire un petit état des lieux de où on en est dans le protocole de recherche cette année, les choses, les points de vigilance par rapport à la transition vers l'année prochaine, et puis en quoi ça va consister l'aspect recherche pour l'an prochain. On va dérouler la présentation pour vous expliquer tout ça, et après, bien sûr, on aura un temps d'échange, on répondra aux questions qu'il y aura pu y avoir dans le chat. Donc, n'hésitez pas si des points n'étaient pas clairs. Et voilà, on devrait prendre une petite quinzaine de minutes pour présenter, et après avoir au moins le temps qu'il faut, 15-20 minutes ou plus si nécessaire pour le temps d'échange. Voilà, je vais basculer sur le diaporama. Et c'est bon. Super, voilà. Donc, cette première année se termine. Donc, déjà, encore merci pour votre implication dans le projet de recherche. Donc, on a bien avancé. On a plus de 4500 élèves qui sont dans notre protocole de recherche dans toutes vos écoles. Bras formation immédiate, donc ça, c'est vous. Bras formation différée, c'est les écoles qui patientent avant la formation. On a presque terminé tout ce qu'il y avait à collecter cette année. On va seulement revenir vers vous en réalité pour deux choses qui sont la première, la collecte des carnets d'implémentation. Donc, vous avez déjà remonté pour vos écoles, enfin, les enseignants et enseignantes de petite section, pardon, ont remonté pour la période de septembre à décembre leur petit carnet d'implémentation. Et là, on va vous demander en juin très rapidement, en fait, là, de nous renvoyer les deuxièmes parties des carnets selon la même procédure, donc soit sur l'espace de dépôt en ligne, sinon vous pouvez même nous les envoyer par téléphone en les prenant en photo, enfin, par mail, euh, pour la deuxième partie d'année, donc janvier à juin, et ça nous donnera une vision de l'implémentation tout au cours de l'année dans vos classes, dans vos écoles, sachant que oui, il y a des écoles qui ont été formées tard, qui ont commencé à implémenter qu'au deuxième semestre, c'est tout à fait normal, et on espère qu'il y aura petit à petit une montée en puissance l'an prochain, enfin voilà, c'est pas du tout un souci. Et puis, on enverra aux directions un petit questionnaire très bref sur leur animation d'équipe. Donc, vous savez, suite à la formation des directions, il y a des éléments dans le programme d'animation pour l'équipe de professionnels de l'école autour de la posture professionnelle, par exemple, de la planification éventuellement autour d'objectifs qu'on se donne. Et on vous interrogera brièvement pour savoir si vous avez déjà pu cette année mettre en œuvre certaines de ces animations, activités. Et si c'est pas le cas, bah, à nouveau, c'est pas grave, hein. Il y a c'est un projet qui est fait pour s'implémenter dans le temps et qui pourra aussi monter en puissance l'année prochaine, on espère. Voilà, si vous êtes des directions, vous n'aviez pas encore fait la formation des directions, elle est toujours disponible en ligne. Vous pouvez toujours y accéder et pouvoir faire cette étape-là. Alors, la transition entre les différentes années, et notamment entre cette année 1 et l'année 2, pour nous, sur le protocole de recherche, il y a des points de vigilance pour bien faire cette transition. Et donc, si c'est possible, on vous demandera de nous signaler les situations suivantes. Si jamais il y a un changement d'IEN sur le territoire, si vous autres IEN, vous pouvez nous le signaler, qu'on sache qu'on se mette en lien avec le nouvel IEN. Si la direction change pour un départ à la retraite, pour juste un changement d'établissement, si vous pouvez également nous le dire de manière à ce qu'on puisse se mettre en lien avec la nouvelle direction. Si de nouveaux enseignants arrivent, ça, on vous posera la question de manière structurée parce qu'il faudra qu'on on va leur proposer quelque chose. On est en train de construire un module en ligne de 3 heures, pardon, de plutôt 1 heure et demie et qui reprennent en réalité les éléments essentiels de la formation que vous avez eue en année 1. Alors évidemment, ça ne viendra pas remplacer les 6 heures que les écoles ont eues en année 1, mais ça leur permettra de se mettre le pied à l'étrier et de se lancer dans le projet avec vous qui êtes déjà dans l'implémentation dans les écoles. Donc on aura besoin de les identifier, de leur transmettre ces éléments. Une fois la formation construite. Là, on va revenir vers les IEN des territoires pour voir si éventuellement ces heures pour ces nouveaux enseignants pourraient compter dans les heures disponibles pour les temps de formation annuels. Si c'est pas grave, c'est pas possible, on leur proposera du coup en complément, si, librement en accès. Mais c'est quelque chose d'important. Et peut-être plus encore parce qu'on a eu cette remarque également dans une réunion précédente. Si jamais il y a un très fort renouvellement dans une école, que presque toute l'équipe change, là, c'est vraiment important de nous le signaler parce qu'il faut qu'on adapte et peut-être même qu'on réfléchisse à ce qu'on fait de la formation en année 2 et comment on l'a fait presque à nouveau formation année 1 si tout le monde s'en va à part une personne. Donc voilà, s'il y a des forts renouvellements, c'est des périodes de risque pour le projet de recherche. Nous, on a cette difficulté, cet enjeu, ce défi de vous suivre pendant 7-8 années et d'avoir une implémentation pendant 7-8 années. Donc il faut qu'on arrive à bien gérer ces transitions et ça, on peut le faire que grâce à vous. Voilà. Donc évidemment, si vous arrivez à faire le lien avec la personne suivante, l'IEN suivant, la direction suivante,
les nouveaux enseignants pour les mettre à la fois dans le protocole de recherche, leur expliquer ce que c'est, l'implication de l'école, ce qui va se passer dans l'année qui vient et par la suite. C'est super important pour nous. Et puis sinon, si vous pouvez aussi nous le signaler pour que nous, on s'implique dans cette démarche, c'est également vraiment important pour nous. Également, pour vous faciliter la vie dans ces transitions et d'une manière générale, on est en train de créer une page en ligne avec toutes les informations du projet, avec des sous-rubriques, vous êtes un nouvel enseignant, vous êtes un nouvel IEN, vous êtes une nouvelle direction d'école, avec les liens, avec les fichiers, pour que vous n'ayez pas à chercher dans vos mails, à retrouver, que ça soit plus facile. En fait, on aurait dû le faire dès cette année, on s'est rendu compte que ça vous aurait sans doute facilité la vie. Donc, on va le faire avant l'année scolaire prochaine et on va le mettre en ligne. Comme ça, vous aurez tout au même endroit. Et donc, si vous avez des questions, vous ne trouvez plus les documents, les carnets vierges, la convention qui rappelle les étapes, tout cela sera au même endroit en ligne. Donc j'espère que ça vous facilitera la vie et l'articulation entre les territoires, entre les différents acteurs des territoires. Ça, c'est pour l'année, la transition. Et l'année prochaine, qu'est-ce qu'on va avoir d'important par rapport au protocole de recherche? Finalement, pas tellement de choses. Il va y avoir en début d'année la nécessité pour nous d'identifier dans quelle classe de moyenne section se retrouvent les élèves de la cohorte. Donc, vous avez inscrit des élèves dans la cohorte, cette année qui était en petite section vers septembre, octobre, novembre. C'est notre cohorte finale pour la recherche. C'est les élèves qu'on va suivre. Alors, à part évidemment ceux qui quitteront les établissements, hein, donc ça, c'est une attrition normale. Pour les autres, c'est eux qu'on va suivre chaque année jusqu'au CM1, CM2. Donc, on a besoin de savoir dans quelle classe ils se retrouvent pour pouvoir suivre l'implémentation dans ces classes-là précisément. Donc, on vous renverra et on refera un petit point du tableau en début d'année pour savoir qui a quitté l'école avec les directions, qui a quitté l'école et dans quelle classe se retrouvent les autres élèves. Et on vous demandera à nouveau les contacts des enseignants et des enseignantes de ces classes pour pouvoir faire le lien avec elles et avec eux. Voilà. Ensuite, Maïté va vous en parler. Vous aurez ce deuxième temps de formation. Elle va vous expliquer le format, les objectifs de ces 3 heures qui seront pour vous les livrer en distanciel. Peut-être un mot, c'est un format qu'on a dû choisir parce que vous étiez des écoles, des territoires très loin de nos formateurs. Et donc, ça a enclenché des coûts et même des difficultés logistiques majeures pour les faire venir jusqu'à vous à nouveau cette année pour un temps de 3 heures. Et donc, on a jugé, au regard des coûts importants et des difficultés d'organisation, que ce serait un format qui serait plus adapté. Et on l'a vraiment travaillé pour qu'il soit interactif, bien fait, bien préparé, pour vous permettre que ça soit du bon, on espère, du bon distanciel. Voilà. On va vous expliquer ce format intermédiaire présentiel-distanciel. Voilà. Après le protocole de recherche, pendant l'année, il y aura juste deux choses en fait. Pour les enseignants et enseignantes de moyenne section, on va leur demander, comme pour les enseignantes de petite section cette année, de remplir les carnets d'implémentation, à nouveau avec 2 temps de collecte, un temps en décembre, un temps en juin. Donc maintenant, vous connaissez ces documents, c'est des petits documents de 1 page, 2 pages, où on note ce qui a été fait brièvement chaque semaine. Et puis, à la fin de la moyenne section, on aura un nouveau temps de collecte des questionnaires vers mai, avril, mai, juin, qui va nous permettre pour la première fois de comparer l'évolution de nos 2000 et quelques élèves qui sont dans vos écoles qui mettent en place le programme et les 2000 et quelques élèves qui sont dans les écoles qui ont une scolarité habituelle ou avec d'autres éléments. Voilà. Ça sera notre première grande collecte de données post-implémentation. Évidemment, il y a plein d'autres points dans le temps ensuite. Donc, ça va être des remontées vraiment importantes et on aura des premiers résultats autour du protocole grâce à cette étape. Voilà pour l'articulation protocole de recherche. Évidemment, après, je prendrai toutes les questions que vous avez. Je vais juste laisser à présent Maïté vous parler de l'organisation des formations durant cette deuxième année, ces formations de 3 heures. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Comme le disait Thomas, pour continuer à vous accompagner dans la mise en place du programme Vivre ensemble à l'école, on a conçu une formation complémentaire de 3 heures, donc qui aura lieu entre septembre 2026 et décembre 2026, voire janvier 2027. Cette formation, elle a deux objectifs principaux. D'abord, vous permettre de découvrir de nouvelles ressources pédagogiques qui ont été conçues dans le programme. La première, c'est le livret dédié au développement des compétences psychosociales, mais on a aussi d'autres ressources que vous pourrez découvrir à ce moment-là. Je vous laisse un petit peu de mystère. Donc ça, c'est le premier objectif et surtout, le second objectif, c'est de permettre aux équipes pédagogiques qui ont commencé à mettre en place ce programme
comme cette année, de prendre du recul sur les pratiques, sur ce qui a été fait, sur les réussites qui ont été que l'on a trouvées, les freins qui ont été rencontrés, et aussi d'axer ce module de formation sur la recherche de solutions collectives autour des difficultés qui auraient pu être rencontrées. Euh, c'est un format qui a été testé par l'équipe. Pour vous, comme le disait Thomas, cette formation, elle aura lieu en distanciel. Alors en fait, c'est plutôt quelque chose de mixte, c'est-à-dire que la formatrice ou le formateur, lui, sera en distanciel et les équipes, par contre, seront regroupées comme l'année dernière au même endroit, ce qui permettra de faciliter la création de sous-groupes, notamment pour les analyses de pratique. Parce qu'on va passer pas mal de temps pendant cette formation sur les analyses de pratique. Donc ça veut dire que s'il y a des regroupements d'écoles qui étaient faits l'année dernière ou cette année, en fait, ils sont toujours valables pour cette année. Pour plus de facilité, ça peut avoir lieu dans le même lieu que l'année dernière. Voilà. Enfin, après, bien sûr, c'est possible d'adapter. Si vous souhaitez que ça ait lieu à un autre endroit, on peut tout à fait s'arranger entre écoles. Mais voilà. Le créneau privilégié, c'est le mercredi matin. Maintenant, on n'est pas du tout fermé. Si c'est plus facile pour vos écoles de faire ça le mercredi après-midi, c'est possible aussi. On a même certaines écoles qui ont demandé à ce que ce soit le mardi après-midi. Voilà. Donc, nous, on privilégie plutôt le mercredi matin parce qu'on a également d'autres formations le mercredi après-midi. Mais il n'y a aucun problème s'il faut adapter les horaires. Puisque c'est une formation qui aura lieu en présentiel, distanciel, en fait, contrairement à cette année, on va avoir besoin de ce qu'on appelle un coordinateur référent, c'est-à-dire quelqu'un qui va nous aider avant et pendant la formation. Alors, c'est des missions assez simples. Vérifier que la salle est adaptée au distanciel, qu'elle a le matériel nécessaire, tester la connexion, le son, s'assurer aussi que les participants aient bien reçu les informations sur le déroulé de la formation et imprimer les documents, c'est-à-dire que puisqu'on va faire des analyses de pratique, il y aura un certain nombre de kits à imprimer pour les enseignants, enseignantes et éventuellement aussi personnel périscolaire si, s'il y a suffisamment de place dans la formation. Donc ça, c'est en amont de la formation, on aura besoin que ce coordinateur puisse nous aider pour faire ça. Et ensuite, pendant la formation, pareil, c'est assez simple. Simplement s'assurer de distribuer, transmettre les documents, aider la formatrice à constituer les sous-groupes au moment où on passera aux analyses de pratique. S'il y a des besoins, difficultés particulières, bah, les communiquer à la formatrice ou au formateur. Voilà. Donc, c'est des missions assez simples, mais qui seront importantes pour nous pour faire en sorte de fluidifier au maximum l'organisation. Là, on vous avait fait parvenir un formulaire avec pour que vous puissiez nous communiquer vos choix de dates. Et on vous demande aussi en fait de nous transmettre justement le nom et les coordonnées en fait de ce coordinateur référent avec qui on sera en contact de façon un petit peu plus privilégiée pour organiser cette formation. Et bien sûr, on transmettra son contact aussi à nos formateurs et formatrices. Euh, Là, pour le moment, ce qui est important pour nous, c'est de nous assurer de caler déjà les dates, les horaires et le lieu. Et à partir de leur rentrée, à ce moment-là, on reviendra vers vous, pardon, pour vous communiquer les informations. Si vous avez des questions sur le rôle du coordinateur référent, n'hésitez surtout pas. C'est totalement possible, si vous le souhaitez, d'avoir plusieurs coordinateurs par formation. Là, j'ai vu on commençait à avoir les noms et coordonnées de certains de ces coordinateurs. Voilà, donc n'hésitez surtout pas, on est à votre disposition pour ça. Donc, pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer, la première chose, c'est que alors on vous a transmis ce fameux formulaire avec vos choix de disponibilité et également les noms et les coordonnées du fameux coordinateur dont qu'on a besoin de récupérer. Ça, c'est
la première étape. Donc, on vous a déjà envoyé ce formulaire. Si vous ne l'avez pas reçu, n'hésitez surtout pas à nous le dire. On pourra tout à fait vous le renvoyer. Dès qu'on a reçu, nous, vos coordonnées, là, c'est mon collègue Mathis Ferraud qui reviendra vers vous pour définir la date, l'horaire, le lieu de formation pour tous les participants qui seront présents et aussi le formateur. Ça, on va dire que c'est dans la mesure du possible, si on peut organiser tout ça d'ici la fin du mois de juin, c'est idéal. Mais si ça se fait à la rentrée, ce sera complètement possible également. Et puis ensuite, dès que tout ça se sera calé à la rentrée, on reviendra vers vous avec deux choses principales, donc notamment vers les coordinateurs référents. La première chose, c'est tous les documents de préparation qu'il faudra imprimer, donc ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire pour préparer en fait ces analyses de pratique et également le lien de connexion Teams parce que bien sûr si vous n'avez pas le lien de connexion vous ne pourrez pas pouvoir permettre de suivre la formation aux enseignants. Voilà. Et donc ça, ce sera plutôt à la rentrée. Pour le moment, on va pas encore vous embêter avec ça. Voilà. Je vois qu'il y a des petites questions déjà. Je sais pas si on me passe. Oui, bien sûr, on peut y aller. Merci beaucoup, Maïté. Si. On peut prendre les questions dans l'ordre. Alors, je vais remonter un petit peu dans le chat pour voir. Alors, est-ce qu'il y a un obstacle à ce que la cohorte soit dans deux classes? Ah ben non, pas du tout, hein, précisément. C'est pour ça que de toute façon, comme le projet est un projet école entière, on se doute bien que vos élèves qui étaient peut-être parfois dans une classe, ils vont se retrouver dans deux classes, dans trois. Enfin, il y a des jeux comme ça. Bah, ce qui est important, c'est qu'on maintienne toute l'équipe de l'école engagée dans le projet, dans l'implémentation. Et de ce fait, vos élèves qui passent dans une, deux, trois, quatre classes, ils seront dans des classes qui mettent en œuvre le programme. Donc, il n'y a vraiment pas du tout d'obstacle à ce que, à l'intérieur de l'école, les élèves soient répartis différemment. Tout ça ne pose aucun problème. Euh, voilà, ils seront sans doute peut-être dans des classes avec d'autres élèves qui ne font pas partie de la cohorte recherche. C'est pas grave non plus. Voilà, nous, c'est eux qu'on suit, c'est eux notre cohorte d'investigation, on va dire. Après, le programme, il est implémenté dans les classes. Voilà. Alors, quelqu'un n'a pas reçu le document, donc c'est peut-être au sujet du Google Form pour donner les dates. Alors, bon, on sait que parfois nos communications avec vous, elles vous arrivent pas bien ou autre. N'hésitez Hmm, pas, on va peut-être envoyer un mail de rappel. C'est avec la boîte hmm. mail Vivre Ensemble habituelle du projet. On va renvoyer un mail de rappel de toute façon aux écoles qui n'ont pas encore répondu très prochainement, je pense la semaine prochaine. Donc, on va vous le renvoyer. Si vous avez rien reçu la semaine prochaine, revenir vers nous. Et voilà. Si vous n'êtes pas dans des boucles d'envoi et que vous avez besoin du document, envoyez-moi un petit mail. Je pense que vous avez mon mail, sinon je vous le mets dans le chat. Mais on a déjà normalement échangé tous ensemble. Vous pouvez m'écrire, je vais vous mettre mon mail universitaire, c'est le plus simple. Euh, Moi, je tape juste. Voilà, donc vous pouvez m'écrire à ce mail. Vous pouvez aussi écrire, bien sûr, sur la boîte mail du projet que je peux vous redonner. Que je la vérifie pour ne pas vous dire de bêtises. Études nationales, vivre ensemble à gmail.com. Voilà. Normalement, donc, quand vous cherchez les mails, d'ailleurs, cherchez si vous avez des mails de cette. Donc, voilà, c'est les deux bonnes adresses. Donc, vous pouvez écrire à ces deux mails en disant mettez-moi, s'il vous plaît, en copie des échanges, etc. Il n'y a aucun souci, bien sûr. Alors, ensuite, voilà. Donc, ça, on va vous renvoyer effectivement la semaine prochaine un rappel. Donc, si vous n'aviez pas eu, ça viendra de la boîte mail Vivre Ensemble. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à m'écrire la semaine prochaine. Ensuite, j'ai une enseignante qui a reçu la première partie de la formation. Peut-elle, si elle quitte l'école pour fermeture de classe, participer à la deuxième partie? Ah bah oui, je pense qu'il n'y a pas de problème dans la mesure des places disponibles. On souhaite qu'elle puisse continuer à implémenter. Donc, elle est la bienvenue si jamais vous étiez, si c'est les mêmes effectifs que l'an dernier, que vous êtes, vous savez, il y a une limite c'est 20, Maïté, qu'on avait dit? Peut-être moins, non? Voilà. Tout à fait, c'est 20. On peut aller éventuellement jusqu'à 23, 24, 25, mais c'est plutôt 20. Voilà. Ouais, parce qu'en plus là, comme il va y avoir cette animation de groupe, ces séquences de petits Hmm, groupes ou plus larges, ça peut complexifier les choses pour le coordinateur. Donc, essayez de rester à hmm, 20 si possible. Mais dans hmm. cette limite de 20, sont bienvenues toutes les personnes intéressées qui, voilà, sont vraiment en lien avec l'établissement. Et clairement, je pense qu'elle est la bienvenue. Voilà. Alors, il y a une question, oui, est-ce qu'on peut utiliser Visio Agent à la place de Teams, qui est, c'est vrai, la solution un peu officielle de l'éducation nationale? Je ne sais pas quelle est votre expérience, Maïté, là-dessus.
En fait, pour nous, ça va être tout nouveau aussi, finalement, de faire des formations en présentiel, distanciel qui ont ce format-là. Moi, dans plusieurs échanges avec certains interlocuteurs de l'éducation nationale, j'ai pu utiliser la visio agent éducation pour des raisons de facilité, là plutôt du côté de nos formateurs et formatrices, et aussi que nous, on puisse avoir la possibilité de venir en backup si jamais il y a un souci de connexion de leur côté. On va plutôt passer par Teams pour ces visios. Voilà. Après, parce que malheureusement, je pense qu'on n'aura pas la possibilité de le faire avec, le lien que vous avez partagé. Donc, ce sera plutôt sur Teams. J'espère que ce sera pas très dérangeant. Oui, même si après, bon, il faut peut-être qu'on voit, parce que si jamais ça facilite beaucoup la vie de l'organisateur sur place dans l'école et qui sait très bien gérer Visio Agent et qui pense que ça marche bien sur son système de... Bon, voilà, je pense que bon, ça peut peut-être être discuté et voir, mais c'est vrai que si le présentateur n'a pas la main sur l'outil, qu'il ne le maîtrise pas bien, qu'il a mal pu tester sa connexion en lien avec l'outil, ça peut quand même fragiliser la séquence d'animation en distanciel. Donc en ce sens-là, c'est vrai que si on peut utiliser Teams, c'est que c'est jouable pour vous. Je pense que ça sécurise quand même, ça facilite le déploiement sain pendant les 3 heures, parce qu'on sait qu'il y a toujours des petits soucis techniques avec la... Voilà. Mais Hmm. bon, ouais. Mais je vois qu'il y a visiblement une demande institutionnelle de ne plus utiliser Microsoft Teams au profit en fait du Hmm. service RGPD Visio Agent. Si ça vous convient, on va étudier en fait la question de notre côté, ce que je l'ignorais, et puis on reviendra vers vous. De toute façon, pour le moment, ça ne nous empêche pas de caler ensemble les dates, les horaires, les formateurs, voilà. A priori, plutôt Teams, mais j'ignorais ce volet. Donc je reviendrai vers vous si Hmm. ça vous convient. Super, alors. Madame Grégorsik, je vais noter votre mail pour vous rajouter dans les échanges pour tout ce qui concerne la circonscription de Besançon. Alors, cette année, deux élèves en détection ne participaient pas à l'implémentation. Peut-on les ajouter à la messe à la rentrée? Alors non, on ne va pas ajouter de nouveaux enfants, même si ça aurait pu être pas mal pour la cohorte, mais parce que ça va complexifier le suivi et ça va aussi complexifier les tâches pour vous de nous donner les nouvelles identités, de collecter les accords parentaux, enfin en tout cas de transmettre les notes d'information pour voir qu'il n'y a pas de refus parental. Et en fait, on s'est dit que pour les écoles, ça avait déjà quand même été assez lourd le protocole de recherche et qu'on ne voulait pas, même si on serait content de récupérer dans l'absolu quelques enfants chaque année, en fait, on va juste suivre la cohorte qui est déjà existante, ça évite des allers-retours dans les classes et ça réduit la charge oui, de paperasse, de contact autour des tâches essentielles de la recherche. Donc, ces nouveaux élèves, bien sûr, ils vont pouvoir bénéficier du programme mais on ne va pas les ajouter en MS pour le protocole de recherche. Voilà un peu pour les questions du chat. Après, je ne sais pas si vous avez d'autres questions plus génériques. Oui, bien sûr, c'est possible de nous demander. Pareil, vous pouvez envoyer un mail aux adresses mail que vous a partagé Thomas dans le chat, et bien sûr, on peut vous donner accès aux ressources en ligne. C'est vrai qu'en fait, les participants qui assistent à nos formations reçoivent automatiquement un mail pour qu'ils puissent créer leurs accès. Je ne sais pas si vous étiez présent dans la formation ou si vous étiez bien dans la liste des participants. Dans tous les cas, en fait, l'accès à nos espaces privés, c'est quelque chose qu'on a amélioré cette année. Enfin, il y avait un identifiant commun. Maintenant, c'est possible d'avoir des accès personnalisés. Donc, dans tous les cas, aucun problème. On peut tout à fait vous créer des accès pour l'espace privé. Il suffit juste de nous envoyer vos informations, votre mail, et ce sera vite réglé. Voilà, et si ça vous intéresse également en tant que conseiller, conseillère pédagogique, donc il y a cette formation en ligne pour les directions d'école qui met à peu près 1 heure et demie à faire et qui porte plutôt sur l'animation de l'équipe et l'animation autour de la réflexion sur la posture en lien avec les enfants, les parents et la planification des activités dans l'école. Et donc si vous, en tant que conseiller pédagogique, c'est des fonctions c'est des missions, pardon, pour lesquelles vous êtes en position d'appui pour la direction d'école, pour les coordinateurs, et que vous avez envie de suivre cette formation en ligne, écrivez-moi aussi ou écrivez à une des deux adresses et je vous donnerai aussi les accès. Ça complète, en fait, il y a deux choses. Il y a cette formation pour les directions et il y a toutes les ressources de la Ligue de l'enseignement autour du programme qui sont sur la plateforme. Et aussi, donc, c'est deux choses que vous pouvez demander. Ah oui, alors merci. Il y a une question sur effectivement l'histoire des massages avec les élèves. Oui, alors quelques éléments de contexte.
Donc, je ne sais pas si vous avez suivi, mais on a été dans un contexte récent, médiatique, et aussi sur les réseaux sociaux, d'un certain nombre d'attaques ou de critiques autour des programmes d'apprentissage des compétences psychosociales. Et dans ce contexte, on a eu des échanges avec la DGESCO qui a souhaité clarifier et sécuriser tous les dispositifs et les programmes implémentés de manière à ce qu'il n'y ait rien dedans qui puisse prêter à question, à confusion, ou qui puisse être la cible d'attaques même déformées. Voilà. Et malheureusement, je pense que c'est une erreur qu'on a fait nous dans l'adaptation culturelle d'appeler ces activités-là des massages. Euh, pour rappel, c'est l'activité phare en fait du programme au Danemark, hein. Ces activités à deux d'histoire comptée. Elles sont implémentées dans plus de 60% des maternelles du pays depuis une quinzaine d'années maintenant, sans que ça pose aucun problème ces activités. Et on a eu des retours de votre part du terrain nous disant, ah, c'est dommage, ça marchait bien dans nos classes, notamment en petite section où l'utilisation des planches peut être plus compliquée avec les petits. Et on a conscience que c'était des bonnes activités. En plus, pour nous, c'est pas des massages, c'est une histoire contée dans le dos de l'enfant. Voilà, c'est ce qui marche le mieux en classe. Ça marche très bien, effectivement. Nous, c'est notre point de vue. On a essayé de le défendre auprès de la DGESCO et d'expliquer que c'était pas des massages, qu'on pouvait peut-être changer le terme. Voilà, ils ont voulu, je pense, faire au plus sécure, au plus sûr et au plus cadrant. Et donc, ils ont demandé, du coup, de retirer ces activités. Ce qu'on respecte bien sûr, hein, même si on essaie de poursuivre le dialogue avec eux pour leur dire, ben, regardez, c'est pas vraiment des massages, ça permet aussi d'enseigner le consentement. Il n'y a pas plus de contact physique que dans une activité de psychomotricité. Voilà, on espère avoir un jour gain de cause, c'est une discussion en cours, mais pour l'instant, évidemment, c'est important de respecter les, les instructions euh, institutionnelles. Voilà, mais c'est aussi dans ce contexte qu'on a essayé d'enrichir ce livret CPS qu'on va vous présenter du coup dans la formation en année 2. Il y a aussi un bloc qui va venir d'histoire en lien avec la Mi-ours qui porte sur les valeurs que vous allez aussi pouvoir utiliser. Donc, on a essayé parce qu'on n'a pas trouvé un remplacement qui marcherait très bien pour cet aspect-là de l'activité, enfin du programme. Il n'y a rien de parfaitement équivalent. Mais on a essayé d'enrichir le reste pour vous donner d'autres choses pour les plus grands. Il faut savoir aussi que les années avançant, tout le reste va fonctionner mieux. Pour les petites sections, c'est l'activité qui est la plus facile et qui marche le mieux. Mais moyenne section, grande section, tout le reste va vraiment mieux marcher petit à petit, hein. C'est une chose sûre. Ronde des émotions, atelier bien-être, dès la moyenne section, ça marche très bien, etc. Donc voilà, mais c'est vrai que chez les petits, c'est dommage et plus généralement. Voilà, évidemment, si on arrive à des changements de point de vue, ça évoluera, mais je pense que si on l'avait appelé ça autrement, parce que c'est autre chose que des massages, on n'aurait pas eu ce problème. Donc on est embêté, mais voilà, c'est comme ça. Euh, la mallette pour les plus grands. Alors, donc, la mallette pour les plus grands, on est en train de terminer l'adaptation culturelle et l'enrichissement pour la France de volets élémentaires du programme. Donc, on va aussi, comment dire, continuer de l'enrichir et on va aussi la piloter pendant une année. Et elle sera déployée en réalité auprès des écoles élémentaires de la recherche, lorsque notre cohorte recherche arrive au niveau élémentaire. Donc, c'est pas l'année prochaine ni celle d'après, c'est celle encore après, voilà. Et à ce moment-là, vous, si vous êtes dans une école primaire, bah, vous pourrez accéder à ce matériel. Si vous êtes dans une école maternelle, pas à ce moment-là, plutôt si vous rejoignez une école élémentaire qui fait aussi le programme. Et donc, c'est des activités dans la continuité, puis aussi des enrichissements. Voilà. Donc, c'est pas encore prêt tout de suite, et vous l'aurez plus tard. Oui, voilà, nous, on trouvait que c'était, en tout cas, c'est les retours qu'on avait eu du terrain, dans le pilotage, dans les implémentations, que pour travailler la notion de consentement, c'était vraiment très intéressant. Euh, on n'a pas trouvé très facilement. Je crois qu'il y a une activité dans le livret CPS, il me semble, Maïté, où on a trouvé d'autres façons de travailler le consentement, mais c'est peut-être moins efficace, intéressant. Ouais. Oui. C'est un fait, voilà, vous pouvez faire ces remontées. N'hésitez pas à faire ces remontées à vos délégués sur les Mm, compétences psychosociales. Peut-être que ça remonte à l'intérieur de l'institution. Nous, on a dit, parce mm, qu'on a eu beaucoup ces réactions, on a fait remonter en disant, voilà, on revient juste vers vous pour signaler que beaucoup de personnes sur le terrain, enseignants, conseillers pédagogiques, disaient, ah, c'est dommage, c'est des super activités, ça marche vraiment bien en lien avec mm. Eva pour le consentement. Voilà, après, on n'est pas décisionnaire là-dessus du cadrage institutionnel. Mm. Et de notre côté aussi, en parallèle en fait de cette instruction sur les activités de massage, automassage, l'équipe pédagogique du programme travaille aussi sur de nouveaux outils pédagogiques pour vous, pour continuer aussi en fait de vous apporter des clés et des manières aussi d'utiliser le programme au quotidien avec les enfants. Donc voilà, on essaye de créer et construire d'autres choses du coup.
Oui, il va y avoir notamment un aspect où vous allez avoir accès, mais on vous en parlera en partie l'an prochain, à des possibilités de programmation un petit peu structurées qui vous aident dans votre année. Enfin voilà, ça fera un petit peu partie de la formation en année 2. Alors, vos PS étaient dans 3 classes l'an dernier, ils seront dans 3 classes l'année prochaine. Nous avons qu'un ami ours. Ah oui, alors l'ami ours, de mémoire, il y avait, si je ne me trompe pas, Maïté, un grand par établissement et quelques petits. C'est ça, ou un C'est par ça, classe. oui, Voilà. Si vous oui. voulez plus de grands amis ours, on ne l'a pas malheureusement prévu dans le financement de la recherche, parce qu'on avait une enveloppe donnée avec le coût des formations, etc. Par contre, vous pouvez solliciter la Ligue de l'enseignement sur vos budgets écoles pour en commander un ou deux ou plus si vous le Mhm. souhaitez. Et là, la Ligue vous envoie un devis et vous les commandez et vous les recevez. Il y a plusieurs écoles qui l'ont demandé, mais nous, Mhm. le package qu'on vous a envoyé, c'est un peu ce qu'on pouvait financer avec les financements qu'on a eus de différents mécènes pour le projet de C'est recherche. c'est ça. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est un ami ours, c'est 32 euros. Comme ça vous donne un petit ordre d'idée. Voilà. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein, même à l'oral s'il y a besoin. Euh, voilà, autrement, bah, nous, comme d'habitude, on reste disponible. Alors, pour les écoles maternelles qui font partie du protocole. Alors voilà, pour les écoles du bras formation différée, elles vont être formées, non pas l'an prochain, mais l'année d'après. Elles vont être formées l'année où notre cohorte recherche sera en grande section et plutôt sur la deuxième partie d'année en leur demandant de ne pas implémenter avec la cohorte recherche. Donc en fait, l'année prochaine, c'est l'année donc 2026-2027, notre cohorte recherche elle est en moyenne section. Ensuite, l'année 2027-2028, notre cohorte recherche elle est en grande section. Et là, on formera ces écoles. Dans cette année-là au programme, en leur demandant de ne pas implémenter avec les classes où il y a la cohorte recherche. Et après, elles pourront évidemment implémenter. Il faut qu'elle patiente encore une année et l'année d'après, ça viendra. Voilà. Alors, sur les intervenants qu'a fait des parents, peut-être Maïté, tu peux dire un mot. Oui, tout à fait. Alors, on peut faire des cafés des parents. Avec la Ligue de l'enseignement, on organise régulièrement des cafés des parents. Donc, c'est possible de le faire. Par contre, c'est pas compris aussi en fait dans le financement qui avait été construit en fait pour la recherche. Donc, c'est une prestation qui est payante. C'est possible de faire appel à nous. On pourra tout à fait vous faire un devis. La seule chose, c'est que un café des parents, ça dure 1h30, donc je sais pas exactement où est votre école. Je suis désolée, j'ai pas tous les noms exactement en tête, mais je sais pas exactement dans quelle mesure il sera possible de faire venir un formateur ou une formatrice, dépendamment en Haute-Saône. Voilà, je suis pas sûre que je puisse le garantir. Maintenant, en fait, justement, sur l'espace privé, dans les ressources complémentaires, on a sorti un article vraiment sur l'animation de Café des parents avec 4 présentations. Donc ça suit un fil rouge. Donc il y a, justement pour vous accompagner à animer des cafés des parents avec les parents. Et ça se trouve sur l'espace privé, même si je comprends que ce soit plus facile et parfois plus rassurant en fait de passer par un intervenant pour commencer. Mais n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour qu'on voit ensemble la meilleure façon. Est-ce qu'on peut faire venir un formateur ou au contraire, est-ce qu'on vous oriente plutôt en fait sur ce guide-là? Je sais pas si ça répond bien à votre question. Oui, et d'une manière générale, je pense que n'hésitez pas, hein, ça, parfois vous l'avez fait, mais n'hésitez pas à faire remonter vos besoins, vos difficultés. Souvent, il y a des ressources qui existent ou qui sont en cours de création, qui sont déjà là, qui vont correspondre à votre besoin ou votre difficulté. Et on peut vous rediriger vers la ressource en ligne sur la plateforme ou répondre dans le mail et vous donner des aides, des instructions. Voilà, je sais que certaines ou certains en petite section, l'utilisation des planches de discussion n'a pas toujours été simple. Et il y a un peu des recommandations pour les utiliser en petite section qu'on pouvait vous donner pour vous aider. Donc voilà, c'est des choses. Faut pas hésiter effectivement à venir vers nous, à nous demander. On est tous disponibles pour vous aider à réaliser au mieux l'implémentation pendant toutes ces années. Euh, voilà, bah, si on a fait le tour, à moins que tu peux ajouter quelque chose, Maïté? Non, c'est bon? Non, pas du Ok, tout. super. Simplement Bah, dire que si vous avez des questions, s'il y a des choses qui sont pas claires forcément dans l'organisation de la formation, n'hésitez surtout pas. Nous, on répondra toujours et le plus rapidement possible. Et bah, merci d'avoir pris le temps
du coup. Ouais, merci beaucoup de votre présence, de votre engagement dans le protocole, dans l'implémentation du programme. On va vous renvoyer du coup le lien vers les formulaires avec aussi cette vidéo qui aura été enregistrée en ligne pour diffuser et puis voilà les éléments pour la suite du projet. Très Merci bien. à vous. Ouais, merci beaucoup. Très bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Merci beaucoup.